ainsi tout son sens aujourd'hui. C'est impératif, c'est indispensable, c'est urgent du contexte international aussi. Le monde est devenu un grand village, la globalisation est une réalité et aucun pays ne peut dire ce qui se passe ailleurs ne le concerne pas. Encore davantage lorsque vous dépendez de l'étranger pour vos différents approvisionnements. Réalité d'économie nationale conjuguée au contexte international, où se situe donc l'Algérie? Grande question qu'on va se poser. Comme le veut la tradition, les LMC, la note introductive en premier, la communication du jour s'intitule « Pour une intégration plus harmonieuse de l'Algérie dans l'économie mondiale, défis et perspectives ». Notre invité pour en parler, M. Bouhoudedir, bonjour. Vous êtes expert économiste. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Tout d'abord, je demanderai à l'assistant d'éteindre vos portables ou de les mettre sous mode silencieux pour ne pas déranger notre conférencier. Monsieur Adressé. Merci. Le son n'est pas bon. Hein. J'ai une tonne. Je pense que ça va aller comme ça, oui, c'est bien. Alors pour cette LMC de Caire, on m'a demandé de parler un peu de la façon dont l'Algérie s'intègre dans la globalisation de manière générale, la globalisation économique. Et en fait, j'ai envie de partager avec vous une idée qui est, en tout cas celle que je vais développer devant vous tout au long de cette communication. C'est une perception que j'ai qu'on ne regarde pas dans la bonne direction. En gros, que les débats sur la mondialisation, sur l'ouverture économique, etc., c'est des choses qui animent beaucoup la scène économique nationale, mais on ne prend pas en compte les bons repères, parce que j'ai comme l'impression que, pour simplement prendre un exemple très simple pour expliquer cette chose-là, c'est que comme si je prends un peu l'économie algérienne comme une équipe de football face à l'équipe monde, en gros, nous on s'occupe un peu de bétonner, etc., de comment on organise nos problèmes à l'intérieur. On ne s'occupe pas beaucoup de marquer des buts, on ne s'occupe pas beaucoup de ce qui se passe en face. Et puis, c'est souvent le commerce extérieur, c'est souvent un problème qui agite beaucoup les milieux nationaux, mais en fait, les gens se bagarrent à propos de qui importe, comment on a. Mais les vrais problèmes, c'est par exemple de l'exportation, de nos capacités de production, d'exploitation, etc., ils sont souvent passés au second plan. Alors, c'est autour de cette question-là que j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble. Et pour introduire un peu cette réflexion, j'ai envie de vous parler de trois phénomènes qui, à mon sens, façonnent aujourd'hui la scène économique mondiale. Il faut bien regarder ça parce que le premier élément, c'est la révolution technologique qui s'accélère à une vitesse qui est quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et puis ça touche tous les domaines de la vie. Ça touche la santé, ça touche l'énergie, ça touche tous les secteurs de l'industrie, ça touche la production agricole, l'alimentation, etc. Et c'est d'une véritable révolution qui a coulé, et même dans les grands pays, si vous lisez les journaux aux États-Unis, ils se préoccupent de la façon dont ils doivent s'adapter à ces technologies. Et nous, qui sommes pourtant que des consommateurs, alors qu'eux sont des acteurs très influents, ils s'y intéressent, nous, pas suffisamment. Il y a le deuxième phénomène qui marque la scène économique mondiale, c'est le phénomène du réchauffement climatique et du fait que la transition énergétique est une obligation à l'échelle du monde. Alors ça ne veut pas dire que les énergies fossiles vont disparaître du jour au lendemain, mais tendanciellement, leur importance
va diminuer graduellement en liaison d'ailleurs avec les technologies, etc. Ce qui était hier simplement, par exemple, pour prendre simplement l'énergie solaire, c'était quelque chose qui était hors de prix, et aujourd'hui ça devient de plus en plus une énergie compétitive. Et le troisième élément, c'est l'interdépendance croissante des économies. Sur à quoi ici, précisément, parce qu'on débat entre nous de problèmes qui nous concernent simplement à l'échelle nationale, mais on ne regarde pas à quel point, par exemple, il faut savoir que 60% des échanges mondiaux, c'est des inputs. C'est-à-dire que les économies s'échangent entre elles. Aujourd'hui, d'ailleurs, on parle d'une économie monde. Même les questions de l'origine, quand vous prenez n'importe quel produit, l'exemple qu'on cite souvent, c'est par exemple un iPhone. Il est souvent, à 80%, ils sont produits en Chine, mais en réalité, c'est des technologies qui viennent, si vous décomposez la valeur ajoutée, c'est les États-Unis, c'est l'Allemagne, c'est la Corée, c'est le Japon, et c'est une vingtaine de pays qui sont concernés par la fabrication de ce produit. Et il y a véritablement une économie monde qui se met en place graduellement, et il faut bien regarder dans cette direction-là, parce que ça nous concerne très, très directement, ça va nous concerner. Alors nous, on est particulièrement fragile par rapport à toutes ces questions-là. Je vais juste vous citer deux ou trois exemples. Par exemple, en matière d'innovation, on oublie par exemple que pour une technologie, la technologie du mobile, l'expérience est toute récente, c'est les 15 dernières années, on a eu du retard pour implémenter cette technologie chez nous, y compris par rapport aux autres pays de la région. On a toujours des problèmes pour implémenter la technologie des cartes bancaires. C'est-à-dire les gens chez nous préfèrent transporter des sacs d'argent, etc., avec tous les risques que ça comporte. Pourtant, c'est une technologie qui date maintenant de plus de 50 ans. Et qui est quelque chose de... On a des difficultés à nous adapter aux technologies nouvelles, etc. Et il faut qu'on réfléchisse sur ces questions-là. Je ne vais pas parler de la question énergétique parce que c'est celle qui occupe un peu, parce que nous, on vit précisément de l'énergie fossile. Et alors qu'on est, si on parlait de l'énergie solaire, on est sans doute un des pays les mieux pourvus de ce côté-là. Ce n'est que dernièrement que notre gouvernement a décidé de mettre ça comme une priorité nationale. Ça aurait dû l'être depuis longtemps. Et bien sûr, pour ce qui concerne un peu nos relations économiques, l'instrumentation en tout cas qui régit nos relations économiques avec l'international, nous sommes en retard par rapport à la façon dont le monde est organisé aujourd'hui. Je vais en parler par la suite. Alors, l'idée centrale un peu de cette communication, c'est que comme aujourd'hui nous sommes un peu confrontés à une quasiment obligation qui se fait de plus en plus sentir de diversifier notre économie, mon idée à moi, c'est que cette diversification de l'économie ne se fera pas sans une révision profonde. On n'a pas encore pris la mesure de ce que ça nous impose comme révision au niveau de la façon dont nous organisons nos relations avec le monde. Et ça veut dire trois choses. C'est les trois points que je vais développer avec vous, devant vous. La première chose, c'est que on discute beaucoup de nous, chez nous, des problèmes d'organisation de notre économie, mais il faut bien prendre conscience que, comme on est un pays ouvert, de toute façon, on est une économie ouverte sur le monde, les problèmes que pose cette ouverture sur le monde sont beaucoup plus importants que les problèmes entre nous, à l'intérieur. Je vais développer ça devant vous. Le second élément, c'est que la politique économique extérieure doit être stable. Elle doit être stabilisée. C'est quelque chose qui ne bouge pas tous les matins ou tous les ans. C'est des choses qui doivent... parce que c'est les entreprises qui font les échanges internationaux. On l'oublie souvent chez nous. Ce n'est pas l'administration. Et les entreprises, nos entreprises comme leurs partenaires à travers le monde, ont besoin d'un cadre stable pour travailler. Et pour qu'une politique économique extérieure ait des chances d'être efficace, il faut au moins qu'elle soit cohérente et qu'elle soit lisible par les acteurs. C'est un élément dont Et le troisième élément, c'est
c'est que nous avons besoin d'un changement complet de paradigme, en tout cas sur la façon dont nous percevons cette relation au monde. Et c'est par là que je vais commencer, parce que il y a quelque chose que nous avons inventé ici en Algérie, en tout cas, peut-être qu'on l'a importé d'ailleurs, mais c'est ce concept du prix du baril qui équilibre notre budget et nos comptes extérieurs. C'est une façon, moi je l'appelle, c'est une façon infantile. En gros, on est des petits enfants gâtés, on est là, on a un produit, bon, on a la chance de disposer de pétrole, etc., c'est bien, et puis on attend que le marché mondial le rémunère au prix qui nous convient. Eh bien, le monde ne fonctionne pas comme ça. C'est bien, c'est-à-dire, si ça pouvait être vrai, bon, personne ne demande mieux que ça, mais le monde ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire, ce que nous, aujourd'hui, la crise ce que nous appelons aujourd'hui la crise, ce que nous vivons aujourd'hui, en fait, la perte d'une part de nos revenus d'exportation, c'est le droit commun dans la gestion de toutes les économies du monde. Peut-être pas avec l'amplitude qu'on connaît chez nous, parce que bon, on est des gens on n'est pas très, on réfléchit pas trop, on n'anticipe pas beaucoup les choses, mais en fait, il faut apprendre à vivre avec ça. C'est une incertitude avec laquelle doivent composer toutes les économies du monde. Et il n'existe pas une économie qui est là, pour laquelle les marchés mondiaux doivent répondre à ces besoins. Ça, c'est quelque chose qu'il faut abandonner. Et puis, autre chose qui découle directement de ça, parce qu'on parle beaucoup des performances du secteur pétrolier. Bon, est-ce que le prix du pétrole va monter, va descendre? J'entends des dizaines d'analystes qui viennent, etc. Ce n'est pas une question secondaire, bien entendu. Personne ne veut dire ça. Mais, à la limite, pour moi, le secteur pétrolier, il est performant. C'est le plus performant en Algérie. Par contre, on ne regarde pas les sous-performances de tous les autres secteurs. Et ça ne date pas d'hier. C'est quelque chose qui est structurel. Et les chiffres nous le disent de façon indiscutable. Et depuis longtemps, pour ceux qui prennent la peine de lire, de regarder les chiffres et de lire et d'essayer de comprendre. Alors, je vais juste les répondre très rapidement. Quelques chiffres qui illustrent un peu le retard qu'on a pris. Et j'ai pris des comparaisons par rapport aux pays de la région qui ne sont pas des aigles. C'est-à-dire, je parle de pays du même niveau de développement que nous, Maroc, Tunisie, je parle de l'Afrique du Nord, en gros. Alors, pour la partie agricole, pour les produits, les exportations agricoles, nous sommes loin derrière des pays qui, sur le plan, en tout cas, sur le plan des ressources naturelles en matière agricole, sur le plan des terres, etc. Bon, on est plus ou moins avantagé par rapport à ces questions-là, mais en gros, on vit dans la même zone, comment on dit ça, c'est la même zone géographique, c'est les mêmes conditions pédologiques, etc. Pourtant, nous, quand on regarde nos exportations agricoles, nous sommes complètement largués. L'Égypte, elle, il faut le savoir, sur les 20 dernières années, elle a multiplié par 12 ses exportations agricoles. C'est-à-dire qu'il y a des choses que les gens font et que les gens bougent. Et nous, on regarde ça comme si c'était quelque chose de normal auquel il faut s'habituer. En matière industrielle, là aussi, notre sous-performance, elle est criarde. Je regarde simplement les chiffres des exportations des pays voisins en matière industrielle. Ils n'ont pas de compétences particulièrement des choses qui spécifiques par rapport à nous, etc. Mais bon, moi, je regarde les chiffres. On a importé 42 milliards de dollars de produits industriels en 2014. Et on exporte à un peu plus d'un milliard de dollars. C'est une intégration au monde qui n'est pas normal. Et je regarde même la Libye. Bon, avant, je parle de 2014, le chiffre de 2014, ils sont un peu dans une mauvaise passe historique, mais
Et il faisait beaucoup mieux que nous. Et la Libye est aussi un État pétrolier, etc. On ne peut pas dire qu'ils ont une compétence ou des savoir-faire que nous n'avons pas. Donc nous avons un problème de ce point de vue. Même chose du côté des services. Les déficits de notre balance des services, d'ailleurs, sont un problème structurel de notre économie. Parce que dans tous les autres pays, d'ailleurs à l'échelle de tous les pays de la Méditerranée, c'est la balance des services, c'est l'excédent de la balance des services qui souvent est là pour compenser les déficits de la balance commerciale. Parce que généralement, ces pays, ils ont des balances commerciales structurellement déficitaires. Ils les équilibrent par généralement les deux industries qu'ils ont, c'est l'industrie des transports et l'industrie des voyages, du tourisme. Donc, nous sommes, et en fait, on a les mêmes conditions là aussi. Mais nous, on ne les exploite pas et on regarde les choses se faire sans réagir. Et c'est des choses qui sont là, encore une fois, de façon structurelle. En matière d'attraction de l'investissement, quand je regarde les chiffres, le stock des IDE en pourcentage du PIB, nous sommes largués. D'ailleurs, y compris par rapport à la Libye. On est un cran au-dessous. Et ça, ce n'est pas normal. C'est pas normal. Nous sommes un pays aussi ouvert. D'ailleurs, par certains égards, beaucoup plus ouvert que les réalités qui sont autour de nous. Donc, il faut se poser ces questions. Et enfin, un dernier tableau pour vous expliquer à quel point nous, là aussi, on est en retard. On parle d'industrialisation, etc. depuis les années 70. C'est un débat récurrent sur la scène économique algérienne. Mais quand je regarde un peu le taux de dépendance, en gros, le poids des hydrocarbures dans les recettes d'exportation, les seuls pays avec lesquels on se compare aujourd'hui, c'est la Libye et l'Irak, c'est-à-dire des pays qui sont en guerre. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, qui n'est pas normal dans le fonctionnement de notre économie. Donc ça, c'est une réalité, c'est-à-dire dont il faut parler avant de parler de la crise qui secoue le marché pétrolier, etc. Même si je ne dis pas qu'il ne faut pas parler de la crise qui touche le secteur pétrolier, mais il faut regarder les autres secteurs, parce que ce que nous faisons dans les autres secteurs, en termes de performance, nous avons un problème extrêmement sérieux. Et c'est ce problème que nous ne regardons pas, de mon point de vue, suffisamment. Et c'est là-dessus que le changement de paradigme doit se faire. C'est-à-dire, en gros, on doit s'obliger à regarder de ce côté-là et pas simplement du seul secteur qui nous fait vivre aujourd'hui. Le deuxième élément que je voulais développer devant vous, c'est un peu cette idée qu'on oublie souvent de voir, c'est que comme on est une économie ouverte, bien sûr, ce sont les entreprises qui sont confrontées à leurs concurrents étrangers, etc., sur le marché national, comme sur les marchés internationaux à l'exportation. Alors, si on veut que les choses changent et que les choses bougent dans ce domaine-là, il faut se dire la chose suivante. C'est que l'environnement, ce que nous appelons le climat des affaires globalement, c'est un élément essentiel de la concurrence face à la concurrence, disons, importée ou à la concurrence sur les marchés mondiaux. Vous savez, quand les gens viennent ici, ils sont soutenus par leurs banques, ils sont soutenus par tout un appareil qui les aide à être performants. Et la performance de l'administration économique est un élément essentiel de la performance de nos entreprises. Parce que les entreprises algériennes ne peuvent pas être performantes si l'environnement qui est le leur n'est pas lui-même performant. Et c'est pour ça que le débat que nous avons sur l'environnement économique, sur le climat des affaires, ce n'est pas un problème simplement bureaucratique. Ce n'est pas parce qu'il y a un bureaucrate quelque part qui fait mal son travail ou qui cherche des prébendes, etc.
C'est un problème structurel, c'est un problème économique de fond. Et jusqu'à présent, on le traite comme s'il s'agissait d'un épiphénomène bureaucratique, etc. Alors, on montre des chaînes, etc. Mais le fond du problème n'est pas celui-là. Si véritablement nous comprenons que cette question-là est importante, alors on doit changer les choses de façon beaucoup plus volontariste et beaucoup plus rapide que ce que nous faisons aujourd'hui. Je remarque d'ailleurs qu'on parle du doing business, de climat des affaires depuis 3 ou 4 ans, il y a des tas de choses qui sont... Mais rien ne se fait sur le terrain. Alors, ces choses-là, on ne la comprend pas beaucoup, malgré que c'est une évidence. Dans le monde entier, c'est une évidence. Pour nous, ça ne l'est pas assez. J'ai choisi 4 exemples pour vous l'expliquer, pour essayer de mettre, disons, les choses, le doigt sur là où ça fait mal. On peut en prendre d'autres exemples. J'ai choisi ces quelques exemples simplement. Le premier exemple, c'est un peu ce qu'on appelle les secteurs de services. D'ailleurs, bizarrement, les secteurs de services sont encore sous monopole, pour l'essentiel, ou des quasi-monopoles. Alors que le marché des biens, des marchandises, il est hyper ouvert. Le reste, le marché des services, qui est essentiel pour la performance des entreprises. On ne peut pas l'ignorer. Celui-là, il est particulièrement sous-performant. Je ne vais pas vous parler du banque, etc. C'est quelque chose que... Je vais parler les surcoûts de la chaîne de transport. Une marchandise qui vient à Alger, le coût de transport, je parle déjà du coût de transport de la chaîne d'un conteneur qui vient de Marseille sur Alger par rapport à un conteneur qui va sur Casablanca, nous on paye 40 à 45% plus cher. C'est pas normal. La marchandise qui vient qui arrive au port, elle vient des États-Unis, elle a, en 15 jours, elle est ici au port d'Alger. Elle doit le taux de transit moyen, il est autour de... D'ailleurs, on ne le calcule plus. Au début des années 2000, on le calcule. L'administration des douanes a l'appareillage informatique pour le calculer, vous le donnez tous les matins pour toutes les marchandises comme vous le voulez. Le système informatique existe. Mais il est autour de 30 jours. Et le problème, c'est que, en gros, vous achetez une marchandise, elle arrive, vous surpayez le coût pour qu'elle arrive ici. Et quand elle arrive, elle attend une trentaine de jours à vos frais. Parce que ça, c'est quelque chose qui est inacceptable. En termes économiques, c'est un surcoût qui grève. On ne peut pas avoir de commerce extérieur viable, on ne peut pas développer des exportations avec un régime maritime et portuaire qui est le nôtre. On ne peut pas être performant dans ça, c'est un simple exemple. Et pour ceux qui lisent le rapport Doing Business de la Banque mondiale, c'est un point qui est pointé du doigt, qui est pointé régulièrement. Il faut le lire chaque année, depuis 2004. Tout le monde est censé le lire si on veut. Et c'est choquant. Voilà, ça, c'est un élément qui est particulier. C'est pour comprendre un peu à quel point cette question de concurrence n'est pas simplement, et de performance des entreprises, n'est pas simplement un problème simplement administratif. Il y a la question des subventions. Alors on parle souvent de subventions chez nous. Dès qu'on en parle sous l'angle et il faut aider les pauvres, etc. Bien sûr, personne ne conteste ça. Mais il y a un aspect qui est encore, pour moi, plus fondamental. C'est que il faut se mettre dans l'idée que quand la manière dont notre système de subvention est organisé, comme l'Union européenne est le plus grand pays, la plus grande économie qui subventionne, par exemple, son agriculture. Mais eux, ils subventionnent les producteurs. C'est ce qui se passe d'ailleurs dans toutes les économies. Nous, on subventionne la consommation. Quand nous faisons ça, nous créons un rapport économique dans lequel il est impossible, je vous le dis tout de suite,
il est impossible d'avoir un minimum d'indépendance, de sécurité alimentaire sur des produits aussi stratégiques que le lait, les céréales, etc., pour prendre que ces deux exemples-là, avec le système des prix que nous avons aujourd'hui. Il est impossible de produire des céréales de façon viable ou du lait aux prix qui sont les prix qui sont sur le marché. Même d'ailleurs aujourd'hui, même quand on met de l'argent pour essayer de contrebalancer ça pour les producteurs, comme le système est complètement désarticulé, ben ces subventions souvent sont détournées. C'est connu, c'est un sport national. Depuis, si vous regardez les chiffres des subventions, par exemple, à un produit comme le lait, depuis 10 années, il n'arrête pas d'augmenter la subvention à la production. Mais en même temps, en principe, si les subventions à la production augmentent, c'est censé faire, ça veut dire que la production augmente, c'est censé faire diminuer l'importation. Eh bien non. Le système de subvention est un élément. Quand on subventionne à la production, en fait, on donne une prime à. Moi, j'appelle ça un droit de douane à l'envers. En fait, on donne une prime à l'importateur. C'est ça le système économiquement qui est installé. Il faut le regarder en face. Et encore une fois, le problème que nous pose le monde est beaucoup plus important. On peut s'organiser entre nous ici pour avoir un système de prix, ou en tout cas aider, mais pas de la façon dont on le fait. Un troisième élément, c'est la question des idées. C'est bizarre à quel point, chez nous, c'est devenu une question idéologique, etc., ou de souveraineté nationale, ainsi de suite. Alors que c'est un problème économique basique, c'est simple. Si je fabrique ce verre, si je prends un peu l'exemple d'un verre ou de n'importe quel bien, si je l'importe, pour l'importer, d'ailleurs si je l'importe de l'Union européenne, je ne vais même pas payer les droits de douane, c'est la loi. Pour l'importer, c'est un exercice extrêmement simple, c'est-à-dire qu'il faut juste avoir une petite société, avoir un peu d'argent et une société, une salle avec $1 200 ou je ne sais pas quoi de capital, avoir un compte bancaire, etc. et c'est libre. Alors si maintenant, le gars qui me vend ça, il y a quelqu'un qui aime l'Algérie, etc., et qui veut venir s'installer pour le produire. Ah non, il faut se compter à 40. Le gars, quand il le vend là-bas, je ne lui demande rien. Il a 100%, il peut être qui il veut, il peut être dans tous les pays du monde, mais quand il vient s'installer chez moi, alors sans compter que tous les autres problèmes qui vont avec la gestion de l'investissement, la gestion de la production, etc. Bon, le problème économique est simple. À partir du moment où un bien est libre, parce que le cas aurait pu être différent si le marché était fermé. Parce que celui qui vient ici, d'ailleurs, je lui donne un avantage sur le marché, etc. Je peux lui exiger de lui. Mais si le régime commercial du bien est un régime libre, comme c'est le cas pour quasiment la totalité du tarif douanier algérien, pour les marchandises, imposer des restrictions à l'investissement, c'est simplement dire je préfère l'exportateur étranger chez moi, l'exportateur qui exporte chez moi, au même exportateur qui vient s'installer chez moi et qui vient produire chez moi. Je ne comprends pas pourquoi on préfère un exportateur étranger à un investisseur étranger. C'est quelque chose qui est, sur le plan économique, qui n'est pas soutenable. Et encore une fois, je ne vois pas pourquoi ça menace la souveraineté nationale quand le gars vient s'installer ici, alors que la souveraineté nationale est sauve parce que c'était l'importateur algérien qui a réalisé l'opération. C'est absurde. Enfin, le quatrième exemple, celui-là, c'est une chose dont on ne parle pas souvent. Parce qu'on présente le système de commerce ouvert comme un système sans règles. C'est fou.
tous les systèmes ouverts, en tout cas dans les accords internationaux, dans les accords de l'OMC, etc., il existe tout un système, ça s'appelle la défense commerciale. Bon, c'est le terme commun qui est utilisé. Mais en gros, il y a, il y a ce qu'on appelle le régime anti-dumping. Parce que, moi, si on regarde en fait le détail, un grand nombre d'importations qui viennent de Chine, etc., elles peuvent tomber sous le coup de réglementation anti-dumping. Il y a les réglementations anti-subventionnement, parce que il y a des textes qui régissent, il y a des accords de l'OMC en tout cas qui régissent ça dans tous les pays du monde. En gros, si quelqu'un subventionne les produits qu'il exporte chez vous, eh bien, si ça concurrence vos produits, vous pouvez prendre des mesures pour les restreindre, pour corriger la concurrence. Il y a une réglementation sur les sauvegardes. Les sauvegardes, c'est quoi? Si des importations menacent un secteur donné de la production nationale, vous êtes autorisé à... mais faudrait-il encore que vous ayez un système d'information qui vous dise d'abord que les entreprises qui sont menacées par un flux d'importation spécifique, etc., il y a des règles sur le marché mondial. Et le comble de tout ça, c'est que nous avons des réglementations algériennes. Je n'ai pas ici, si je peux vous les donner, les textes. Il y a la loi de décret de 2005 sur l'anti-dumping, sur l'anti-subventionnement, sur les sauvegardes. La loi de décret de 2005. Avec trois arrêtés, chacun un arrêté d'application. Les arrêtés d'application ont été pris en 2007. À ce jour, ce n'est pas appliqué. C'est vrai qu'il faut une organisation particulière, parce que vous ne pouvez pas dire, parce que pour les problèmes de subvention, il faut surveiller les marchés. C'est-à-dire, les choses ne se passent pas comme ça. Mais si on veut mettre en place des règles universelles, fonctionner comme tout le monde, il ne faut pas en avoir peur. Parce qu'aujourd'hui, tel que les choses fonctionnent, effectivement, moi je comprends que tout le monde est affolé à l'idée que dès qu'on parle d'ouverture commerciale, d'importation, les gens sont... Parce que le système n'est pas régulé, alors qu'il existe des mécanismes pour le réguler. Il y a un autre aspect dont je n'ai pas parlé, mais qui est aussi, tout aussi important, c'est qu'il y a des règles dans le monde qui protègent. Il y a un accord de l'OMC qui est spécifique, qui s'appelle les mesures qu'on peut prendre, de restrictives qu'on peut prendre face au déséquilibre de la balance des paiements. Tous les pays du monde utilisent ça. D'ailleurs, je remarque qu'on a un problème sur la balance des paiements en Algérie depuis 2014. Les mesures qu'on a prises par rapport à l'étendue du déficit de la balance des paiements sont insignifiantes par rapport à ce qu'on aurait pu prendre. Mais il faut avoir un système d'information ouvert. D'ailleurs, je vous signale que dans l'accord d'association, il y a un article spécifique, c'est l'article 40 de l'accord, qui prévoit strictement ce type de mesures. Je ne comprends pas qu'on ne l'ait pas invoqué, cet accord. C'est écrit noir sur blanc. Si le pays constate un déséquilibre flagrant de sa balance des paiements, il est autorisé à prendre des mesures restrictives. Il faut le faire et pas bon, il faut le faire de façon ouverte. Bien sûr, ça c'est des choses qui se discutent, parce que bon, vous avez un partenaire, lui aussi, ben, il peut... Mais l'ouverture commerciale se régule. Nous avons les textes, nous avons, bon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette façon de regarder les vaches passer, et puis, bon, comme ça, être interdit, immobile. C'est-à-dire, à ce rythme-là, on ne peut pas gérer, nous ne sommes pas en mesure de gérer un commerce ouvert, alors que nous sommes obligés de le faire, puisque nous sommes de toute façon dans un régime de commerce ouvert. Enfin, le troisième élément dont je voulais vous parler, c'est le problème de la stabilisation du régime des échanges.
nous sommes dans un système, dans une économie qui est mondialisée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que mes exportations sont les importations de mes partenaires. Et mes importations sont les exportations des autres partenaires. Donc, c'est pour ça qu'il y a un régime qui a été mis en place, qui s'appelle les accords de l'OMC. Avant, c'était un ensemble de pays qui avaient mis ça en place entre eux. Ça s'appelait le GATT. Maintenant, il y a des règles beaucoup plus précises et beaucoup plus étendues, qui est un système négocié. En gros, parce que si nous voulons développer, diversifier notre économie et nos exportations, il faut bien avoir en tête que vous ne faites pas ce que vous voulez. Bien sûr, aujourd'hui, comme on n'exporte rien, les gens ne nous disent rien. Et maintenant, demain, si on commence à développer de la production, etc., nous allons être agressifs sur les marchés étrangers, comme les autres le sont sur notre propre marché. À ce moment-là, ils ne vous laisseront pas faire. Parce que si vous allez toucher à leurs... C'est pour ça qu'il y a un système qui est négocié. Et ce système, il rassemble 98,5% du commerce mondial. C'est-à-dire l'OMC, aujourd'hui, tous les pays du monde y sont. Les pays qui n'y sont pas, c'est les pays en guerre ou les pays, comme on dit, en mal de gouvernance, ou qui sont rongés par la corruption ou je ne sais pas quoi. On peut les citer, c'est-à-dire, d'abord toute l'Amérique latine, elle est à l'OMC. En Asie, il y a quelques pays, il y a l'Irak, la Syrie, etc., pour les raisons que chacun connaît. Et chez nous, il y a la Libye, il y a l'Érythrée, la Somalie, le Tchad, etc. Voilà ceux qui ne sont plus à l'OMC. La place de l'Algérie est à l'intérieur de ce système. Nous ne pouvons pas parler de diversification des exportations sans que nous adoptions ce qui est le langage du commerce international. Les accords de l'OMC aujourd'hui, c'est le langage du commerce international. C'est difficile à avaler, hein, je vais vous dire, parce que ça, il faut vraiment il faut se retourner les manches pour pouvoir faire face au système qui a cours aujourd'hui, d'autant plus qu'on a du retard à rattraper. Mais ça, d'ailleurs pour moi, la notion de diversification ne commencera à prendre de sens chez nous que le jour où on commencera à comprendre que ce dossier de l'accession à l'OMC, ce n'est pas un problème de quelques bureaucrates dans un ministère qui le prennent en charge, c'est quelque chose, c'est un dossier essentiel de l'économie algérienne. Il faut bien avoir ça en tête. Tant que nous ne serons pas, en tout cas, dans ce débat, et même si le processus d'accession doit prendre un peu de temps, mais tant que nous n'est pas dans cet état d'esprit, tout ce qu'on dit sur la diversification des exportations, c'est des mots. Point. L'autre élément, d'ailleurs, qui est lié à ça, c'est que nous avons un accord d'association qui est mis en œuvre depuis 2005. On l'a signé en 2002. Il est en vigueur depuis l'année 2005. Les gens, j'ai l'impression qu'en Algérie, on ne l'a pas lu. Parce que explicitement, il y a une vingtaine d'articles dans l'accord qui disent explicitement toute la gestion de l'accord, la compréhension de l'accord, c'est la référence aux accords de l'ONU. C'est dit explicitement, c'est pas des mots. Ça se réfère à des accords précis. Chaque disposition, elle a un ancrage dans le système multilatéral de l'OMC. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en pratique aujourd'hui, on a deux régimes commerciaux. Il y a le régime que nous avons avec l'Union européenne, qui est légalement le régime des accords de l'OMC. Même si on n'est pas membre, on est obligé de les appliquer. Nous sommes tenus de les appliquer. C'est écrit noir sur blanc, c'est pas... Et il y a le reste du monde. Alors il y a 50%, globalement, je simplifie, il y a 50% de nos échanges qui sont par lesquels on est censé appliquer les règles de l'OMC,
Et le reste du monde, on lui applique un autre régime. En gros, on peut faire, en fait, il n'y a pas beaucoup de différence, mais en gros, on peut faire ce qu'on veut, parce qu'on n'a pas d'obligation. Et ça, c'est destructeur, parce que cette discrimination, elle est insupportable, à beaucoup d'égards d'ailleurs. Parce que les gens, qu'est-ce qu'ils vous disent? Comment vous n'avez pas peur de tout démanteler et d'accepter les règles de l'OMC et d'aller en plus parce que vous démantelez, on met en place une zone de libre-échange, ça veut dire qu'on démantèle, y compris les protections douanières. On a accepté ça et on refuse aux autres pays du monde un régime qui est le droit commun, c'est-à-dire les accords de l'OMC et puis avec des droits de douane négociés, etc. Donc ça, c'est pas compréhensible pour nos partenaires. Alors si on s'imagine que nous allons diversifier notre économie, qu'ils sont là pour accepter les marchandises algériennes, etc., parce qu'ils nous aiment bien et parce que nous, on est des êtres particuliers, on se trompe. C'est simple. Il faut revoir cette machine, parce que ça nous coûte très très cher. Il y a un autre aspect d'ailleurs où c'est encore plus destructeur pour moi. Parce qu'aujourd'hui, sur la scène africaine, d'abord on a le Maghreb. Bon, bien sûr, on parle toujours des problèmes politiques au Maghreb, etc. Mais bon, à la limite, qu'est-ce qui nous aurait empêché de mettre en place une dynamique économique? C'est d'ailleurs ce qu'on a voulu faire au début des années 90, etc. Et puis, bon, les problèmes politiques, on va un peu avec le temps, ils vont devenir plus solides, plus gérables si on a des économies réellement interdépendantes. Bon, ça ne bouge pas. Et en réalité, même si le jour où on voudra que la machine bouge, il y a un problème face de nous parce qu'il faut, pour pouvoir parler le même langage, il faut que l'Algérie n'est pas membre de l'OMC. C'est un obstacle sur la route de l'intégration maghrébine. C'est la même chose d'ailleurs à l'échelle africaine. Aujourd'hui d'ailleurs, c'est très simple. Il y a une zone de libre-échange, un projet de zone de libre-échange qui est sur la scène de l'Union africaine, qui est proposé. En tout cas, il est en discussion, qui va rassembler quasiment 80% des pays d'Afrique. En tout cas, 80% ont pris l'engagement pour essayer de le ratifier d'ici 2017. En Algérie, on ne dit pas un mot. Parce qu'on ne peut pas. On est un peu les mains liées. Parce que la base même pour parler, pour s'intégrer, pour parler d'intégration économique africaine, c'est qu'on parle, il faut parler le langage de tous ces pays qui sont, et leur langage, c'est les accords de l'OMC. C'est très simple. Donc on est un peu on est enfermé, immobilisé, un peu tétanisé par rapport à ce qu'il y a devant nous. Et je vous dis, en Afrique, c'est-à-dire, il y a un problème parce que l'Algérie joue un rôle politique, et puis maintenant, y compris sécuritaire, etc., exceptionnel en Afrique. On a effectivement un certain nombre de choses qui se développent, et puis bon, l'économie ne suit pas. C'est un problème immense. Et en fait, c'est-à-dire, les pays africains, quand ils nous regardent, c'est-à-dire, ils se posent la question. D'ailleurs, c'est la même chose au Maghreb. On me l'a dit 1000 fois à Tunis. Comment vous acceptez l'Union européenne, c'est la première puissance économique au monde. C'est le premier PIB mondial, si vous prenez les 28 pays. Et puis bon, dedans, vous avez les ténors de l'économie mondiale. Vous avez l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la France, je ne sais plus. Et alors, face à tous ces pays, on n'a pas de problème à libéraliser notre économie, etc. Et puis, par rapport aux pays africains, on n'a pas de message à leur dire. On ne peut pas consentir le même régime, même un degré favorable à un degré moindre que celui qu'on a avec nous. C'est un problème immense. C'est une contradiction qu'il va falloir apprendre à affronter, à surmonter
Et il faut qu'on change la façon dont nous regardons ces questions-là. Voilà, donc je vais terminer en suggérant simplement quelque chose. Ça c'est à la réflexion que ça m'est venu. Nous avons un engagement que nous avons pris à l'échelle maghrébine depuis 1992. La communauté économique régionale, qui est l'Union maghrébine, a pris l'engagement de mettre en place une union douanière. Ça devait être en place depuis 1992. Si ça l'était d'ailleurs, on verrait le monde de façon complètement différente. L'économie algérienne ne serait pas celle qui existe aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faut reprendre ça pour une raison qui est à la limite une raison égoïste. Ça demande un effort de réflexion sur le plan conceptuel, etc. Mais d'abord, il est raisonnable pour nous de commencer à dire il faut donner un contenu économique sérieux au Maghreb aujourd'hui. C'est pas acceptable, la situation actuelle et le niveau des échanges, etc. Sur le plan économique, ça n'est pas acceptable. Et il ne faut pas mélanger ça avec les problèmes politiques. Encore une fois, ils n'ont pas une solution immédiate, etc. Bon, mais qu'est-ce qui nous empêche de travailler ensemble? Et qu'est-ce qui nous empêche de nous échanger des... Et puis, pourquoi je dis c'est quelque chose qui est égoïste? Parce que ça peut nous aider. C'est même un argument. Je pense que si on travaille bien la question, et on pourrait même solliciter d'ailleurs un appui européen sur la réflexion à ce niveau, c'est qu'une union douanière pourrait même nous aider à aller plus vite à l'OMC et dans des termes beaucoup plus favorables que ceux qu'on négocierait à titre individuel, etc. Ce qui est une réflexion en tout cas, et c'est un peu cette question-là par laquelle je termine cette communication. Et je vous remercie pour votre attention. J'espère que ce n'a pas été trop long. Merci. Merci David. Merci pour cette communication. En tous les cas, vous avez donné des chiffres extrêmement intéressants, notamment vis-à-vis de nos voisins, Libye, Égypte, Tunisie, Maroc, concernant le gros dossier de l'export, dans lequel d'ailleurs les pouvoirs publics aujourd'hui investissent énormément. Des chiffres intéressants concernant et l'agroalimentaire et les services. Et puis, comme cette communication s'intitule un peu l'intégration de l'Algérie à l'économie mondiale, l'intégration harmonieuse, j'ai envie de commencer un peu par une question toute simple. Aujourd'hui, comment peut-on réellement parler d'une volonté ou réellement d'un désir d'intégrer à une économie harmonieuse mondiale quand on est un pays à 100% rentier? Aujourd'hui, la rente est omniprésente. Je vous pose cette question parce qu'il n'y a qu'à voir l'état d'esprit actuel de nos gouvernants. Il y a quelques semaines de cela, lorsque le baril était à moins de $30, c'était la panique générale. On tirait la sonnette d'alarme. Aujourd'hui, le baril est à plus de $50. Certains déjà commencent à retirer cette histoire des hydrocarbures. J'ai envie de dire qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Et il faut dire que ça peut-être pour sortir réellement, définitivement de cette dépendance aux hydrocarbures. Alors, comment peut-on réellement parler d'une intégration à l'économie mondiale, une intégration harmonieuse, lorsqu'on est un pays à 100% rentier? Vous savez, c'est-à-dire l'économie mondiale, ce n'est pas un jardin d'Éden, ça ne fonctionne pas comme on veut. C'est ce que j'essaie d'expliquer, tout au long de cette communication. Ce n'est pas au monde à s'adapter à nous. Alors ce que vous êtes en train de dire est une réalité amère. Ça, je suis complètement d'accord avec vous. Mais comme on dit, c'est-à-dire, comme disent les latins, l'expression latine c'est dura lex sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi, c'est comme ça. Donc il faut partir de là, ça c'est un départ, ce n'est pas un choix. Ce qui nous arrive précisément, et c'est là où on se trompe, c'est qu'on croit que... alors si à la limite, le marché, si on avait des ressources pétrolières,
interminable. Si on a un marché mondial qui ne bouge pas, etc., et qui est confortable, et bon, là, on peut dormir. Bon, en fait, c'est ce qu'on est en train de faire. Mais bon Dieu, c'est-à-dire, vous savez, il y a des Chinois qui arrivent, il y a des petits jeunes qui viennent de Chine pour travailler dans des chantiers au sud, dans le sud algérien. Vous pensez que ils sont, c'est des gens qui sont, ils ont le malheur du monde sur les épaules, ou là. Ils vont, c'est eux, parce qu'ils regardent le monde de façon différente. Ils regardent qu'est-ce que je peux faire de ma valeur ajoutée, de mon emploi, comment je... Alors nous, on les regarde ici, il y a des Algériens qui passent, ils regardent des Chinois en train de... Bon, cette idée-là, c'est-à-dire, n'est pas supportable. On ne peut pas parler d'intégration à l'économie mondiale si on dort. C'est ce qu'on fait. Il faut un peu s'ouvrir les yeux. C'est ça que j'essaie de dire. Il n'y a pas de chemin qui est balisé pour aller vers le monde. Alors, c'est dur. Je vous pose cette question de la rente parce qu'on a aujourd'hui l'exemple le plus parfait, celui des monarchies du Golfe. Des pays comme les Émirats arabes unis, où finalement les hydrocarbures ne représentent que 25%, contrairement à ce que tout le monde peut croire. L'Arabie saoudite, en ce moment, est en train carrément de revoir son paradigme concernant le pétrole, avec les derniers changements, notamment concernant le ministre du pétrole. Aujourd'hui, des pays qui étaient jadis complètement absorbés par cette idée des hydrocarbures sont en train de revoir leur façon de voir les choses. Et ce n'est pas le cas chez nous. C'est pour cette raison que je vous pose cette question de la rente pétrolière. Alors, l'exemple que vous citez de l'Arabie saoudite, il parle de lui-même. L'Arabie saoudite, c'est 75 ans de réserve, c'est-à-dire au rythme actuel de production. Le problème des Saoudiens, c'est qu'ils ne vont jamais arriver à vendre, à écouler les réserves qu'ils ont aujourd'hui, c'est-à-dire les réserves prouvées. D'où leur statut de régulateur mondial. Non, en fait, c'est simple. C'est-à-dire, eux, ils sont obnubilés. En fait, nous, on les critique pour les positions qu'ils prennent à l'OPEP. Mais si on était, nous, les Saoudiens, on ferait exactement la même chose. Il faut être réaliste, là aussi. Vous n'avez pas d'amis, vous avez des intérêts. Comme disait un célèbre Américain, un président américain. Il n'y a pas et eux, leur position, du point de vue qui est le leur, est parfaitement justifiée. L'expression consacrée, c'est celle de Zaki Yamani dans les années 70, qui a dit clairement l'âge de pierre ne s'est pas terminé faute de pierre, l'âge du pétrole il ne se terminera pas faute de pétrole. C'est-à-dire, en gros, il y a des choses qui sont en train de bouger sur la scène mondiale qui font que de toute façon, les réserves prouvées aujourd'hui ne seront pas toutes consommées. Pour l'AIE d'ailleurs, il y a un économiste de l'AIE qui a dit que d'ici 2050, ça c'est une déclaration, il faut la prendre avec des pincettes, mais simplement ça indique un peu quelle est la tendance. Et il dit d'ici 2050, si on veut respecter l'objectif de 2% d'augmentation de la température mondiale, c'est un peu tout le problème de la COP21 dernièrement, il faudra éviter de consommer les 2/3 des réserves prouvées. C'est discutable sur tous ces chiffres, etc. Mais simplement, ça vous dit que le pétrole, ce n'est pas quelque chose qui est là ad vitam aeternam. Les choses vont changer, lentement sans doute, mais il faut prendre en compte ce changement. L'autre élément pour l'Arabie saoudite, c'est que si eux, qui sont assis sur ce type de réserve, qui ont une population 2 fois moins importante que nous, si eux se posent ce problème, c'est que bon Dieu, même si moi je ne crois pas personnellement un peu à leurs intentions, mais enfin en tout cas le fait qu'ils l'expriment est suffisamment, il nous dit quelque chose sur la façon dont on va, il faut regarder le monde. Absolument. D'accord. Débat ouvert, Céline peut-être. J'ai pas de micro, mais je vais parler fort. J'ai juste un constat et une remarque.
j'ai chaque fois le sentiment que quand nous présentons ce type de commentaires, de constats, etc., et quasiment il y a quelques affirmations concernant le choix d'ouverture, la révision de notre du mode de fonctionnement de notre économie. Ce que je constate, c'est que si on dit il faut faire, il se braque. Il se braque. Quand je dis il, c'est je ne sais plus qui désigne il. Le système, le gouvernement, j'ai aucune idée. J'ai l'impression que quand on leur suggère une voie, ils se braquent, ils empruntent des voies qui sont systématiquement opposées, mais dans le seul et unique but d'être dans un esprit de contradiction totale. La deuxième, donc j'ai dit, un constat, une remarque. La remarque, j'ai comme l'impression que c'est davantage un problème politique qu'un problème économique. Car nous, on se préoccupe des questions économiques. Et on voit très bien ce qui se passe, on voit les solutions, nous ne sommes pas les seuls, il y a quasiment tous les experts algériens, intramuros et extramuros, puisqu'on n'aime pas tellement les extramuros, puisqu'ils viennent donner des leçons aux intramuros, on va dire aux intramuros uniquement, tout le monde est d'accord sur la voie à suivre, mais ils ne veulent pas la suivre. Pourquoi? Donc la question, en fait, le pourquoi, il est exclusivement politique. Il n'y a absolument aucune raison pour ne pas que ce pays trouve sa place dans l'économie mondiale, joue le jeu et parle le même langage que le monde entier. Pourquoi voulez-vous qu'on invente une nouvelle langue et qu'on l'impose à la planète Terre simplement parce que nous sommes Algériens? Nous sommes Algériens, on est fiers de l'être, certes, mais ce n'est pas une raison pour imposer, comme d'ailleurs Mouloud le disait, nos choix économiques à la planète Terre entière, à moins de créer finalement une troisième voie, ou une quatrième voie, ou une cinquième voie, un autre système des pays non alignés, comme on l'a fait, d'ailleurs on a été l'initiateur dans les années 60, on va créer une nouvelle voie, on va être porteur de ce projet, mais je pense que nous n'avons plus les moyens de cette politique. Voilà, donc le blocage quasi intellectuel ou bien l'esprit de contradiction versus le problème politique et non économique, c'est ça que je voulais... Et ceux qui peuvent nous dire qui c'est il, on aimerait bien savoir, un jour. Voilà. Débat ouvert, donc je vous en prie. Avec 2 majuscules. Voilà, oui, monsieur derrière. Je vais vous demander à chaque fois de vous présenter, s'il vous plaît. Merci. Moi, je soutiens terriblement ce que Vous vous présentez, s'il vous plaît, pour l'assistance. Ce qu'a exposé notre ami Mouloud et soutenu aussi par Slim. Parce qu'effectivement, Vous vous présentez, monsieur. Reda Amrani, je suis un haut fonctionnaire retraité. Je participe au débat économique en écrivant et en participant un peu. Mais voilà, ce que j'essaye de dire, c'est que nous sommes toujours coincés dans nos dogmes. Et la réalité est atroce. Et nos dogmes sont complètement dépassés. Et nous croyons que nous sommes toujours les plus beaux, les plus forts. Or, il n'y a aucune relation entre nos dogmes politiques et la réalité économique. Je donne le dernier exemple qui sort. Hein. Le roi du Maroc va en Chine, signe 17 accords globaux, pas des petits accords. Création de 200 000 emplois dans les 5 ans. Avant de partir, il décide d'une chose, plus de visa pour les Chinois. Tout le monde parle de l'invasion chinoise. Il leur dit, venez. Il leur dit pas, venez vous marier en Algérie. Venez au Maroc. Vous voyez la réalité, le changement de temps, le changement de choses. C'est du concret. C'est des choses. Est-ce que nous, notre système, notre gouvernement, il faut le dire, a-t-il un peu le courage de dire, bon, ce que j'applique avec l'Union européenne, dorénavant et désormais jusqu'à l'éternité, je l'applique avec mes partenaires de l'Union africaine. On n'est pas capable de prendre cette décision alors qu'elle est simple et elle est terriblement efficace sur le plan économique. Vous voyez, donc voilà à peu près les blocages que nous avons. Et il y a deuxième problème, le problème de l'incompétence. Nous ne voulons pas nous attaquer au problème de l'incompétence. Quand on voit les réactions de notre système de gestion politique ou de management politique de notre pays, c'est l'incompétence. Les chiffres qu'a présenté Mouloud sont le résultat de l'incompétence. Il n'y a pas d'autre mot. Ça fait plus de 30 ans qu'on parle, attention, laissons le système partisan de côté, mettons un marché du management, un marché de l'organisation, un marché de la logistique. Lorsqu'on parlait il y a 20 ans
En 95, du marché de la logistique, on nous prenait pour des martiens. On disait la première libéralisation, c'est la logistique. Laissez les Algériens, vous leur laissez d'avoir des camions et des bus en Algérie. Il faut qu'ils aient des bateaux. J'ai même écrit qu'il faut revenir à la tradition maritime de l'Algérie, elle est séculaire. J'ai même écrit que Jugurtha est allé à Rome avec un bateau algérien et des marins algériens. Aujourd'hui, nous n'avons plus dans le privé un bateau algérien, on ne peut pas l'avoir. Alors, j'arrête là parce que les choses, mais c'est le dogme qu'il faut combattre et rien d'autre. Merci. Est-ce qu'il y a une autre intervention? Oui, je prendrai la dernière avant de donner la possibilité à nos invités de réagir. Je suis d'accord avec tout ce que tu as. Amri Yahya Houssine, ex-cadre au ministère de l'Industrie, expert indépendant aujourd'hui. Je suis tout à fait d'accord. Moi, j'ai toujours utilisé une expression pour dire, caricaturer, pour que l'Algérie est hermétiquement ouverte. Je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, mais on passe notre temps à dire que l'Algérie est ouverte sur le monde. Dans la réalité, elle ne l'est pas. Parce qu'il y a plusieurs obstacles qui se dressent dans cette ouverture. Même l'esprit d'initiative n'est pas ouvert. Le problème, je pense, se situe à ce niveau-là. Ce n'est pas un problème de rente ou autre, mais si on avait permis au secteur économique, en particulier privé, de produire, d'investir, on ne serait pas dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Il y a un nouveau projet, un nouveau projet de code des investissements. Tu as parlé de la formule 49-51. Dans l'exposé des motifs de ce projet, on dit on va encore renforcer cette mesure. Avant, ça ne concernait que l'investissement et la production et l'importation. Maintenant, on élargit cela aux services, sans les définir. Ça veut dire demain, si un Tunisien vient ouvrir un magasin de Zlabia, il est obligé d'avoir un partenaire étranger avec lui. Et c'est pour ça que je disais donc que l'Algérie est hermétiquement ouverte. Voilà, à vous de l'expliquer. Beaucoup de ce qui est dit, en fait, on ne peut que partager. Bon, je pense qu'il n'y a pas d'éléments de débat particulier là-dessus. Simplement, quand mon ami Amran dit que c'est un problème d'incompétence, j'ai envie de lui répondre que si on veut, je ne crois pas qu'en Algérie, on ait un problème de compétence. En tout cas, la compétence, même là où on ne sait pas, aujourd'hui, ça s'achète. C'est très simple, c'est pas compliqué. C'est-à-dire, si on le veut, le problème de compétence n'est pas, c'est pas un problème insurmontable. Et puis, je pense qu'il y a énormément, en tout cas beaucoup plus de compétences aujourd'hui qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans. Ça c'est indéniable. Il y a même... ce qu'il faut regarder, c'est-à-dire ce que je regarde moi dans l'économie algérienne, c'est que quand je regarde par exemple les chiffres du chômage, c'est bizarre, mais c'est les diplômés des universités qui sont d'abord les premiers frappés par le chômage. Alors qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans, l'accès à l'emploi, c'est-à-dire passer par l'instruction et par le diplôme. Ça, c'est très frappant. Ça veut dire qu'on paye, on forme des gens. Mais on ne sait pas utiliser leurs compétences. Ça me rappelle d'ailleurs, puisqu'on me donnait l'occasion d'ouvrir ce débat, moi je me rappelle du débat qui a eu lieu
quand l'Algérie a décidé de faire sa première constitution pour ouvrir le champ politique, etc., la constitution de 1988. Les gens, quand ça a été mis sur la table, les gens étaient frappés Et puis il y a quelqu'un qui est passé à la télévision. C'est un ancien colonel de la LN, Saut l'Arbe, comme Boubnider. Il est passé à la télévision pour dire la chose. Il dit, nous formons des gens. On les envoie dans les meilleures universités au monde. Les Algériens sont dans toutes les universités au monde et ils sont bons dans ces universités. Et puis, dans leur pays, on leur applique un système qui est complètement daté, c'est-à-dire qui est complètement ringard. Et ils ne peuvent pas utiliser leurs propres compétences dans leur propre pays. Ben, ce diagnostic, il est toujours valable. Ce qui fait que ça m'amène à dire simplement que le problème si vous posez correctement le problème, vous avez des solutions. D'ailleurs, il y a ici avec nous le représentant de l'Union européenne, je me permets de le saluer devant vous. Mais l'Union européenne, elle a des fonds qu'elle met à votre disposition aujourd'hui. Posez-lui un problème, simplement dites-lui, je veux résoudre, j'ai besoin d'un conseil sur telle question, etc. Si vous souhaitez avoir un point de vue d'expert, etc., vous aider à décider. Vous l'avez. Et puis, vous pouvez former vos Algériens. En 2-3 ans, vous mettez en place une task force là où vous voulez, dans n'importe quel secteur. Et aujourd'hui, le comble, c'est qu'il y a, dans tous les secteurs d'activité, il y a des tas de gens d'un professionnalisme qui est reconnu à travers le monde, qui ne trouvent pas à s'employer. Donc, le problème, simplement, ce que j'ai voulu dire d'ailleurs dans cette communication, c'est que ces questions-là, on se bagarre entre nous pour savoir comment décider sur l'investissement, c'est parce qu'on ne comprend pas quelle est l'urgence du problème. C'est-à-dire là où le tapis brûle, comme disent les gens qui jouent au poker, c'est vis-à-vis du reste du monde. C'est-à-dire la limite. Le problème, c'est la défense de la valeur ajoutée algérienne. C'est la promotion de la valeur ajoutée ici en Algérie. C'est ce que font tous les pays du monde. L'Union européenne, quand elle a signé l'accord d'association, elle veut développer sa valeur ajoutée, etc., ses exportations. C'est parfaitement régulier. Et rien ne nous empêche, aucune disposition de l'accord d'association, ni d'aucun accord international, ne vous empêche de faire la même chose. Et en matière de commerce, d'ailleurs, ce n'est pas un jeu à somme nulle. C'est-à-dire, en gros, quand on coopère, on crée beaucoup plus de richesses que ce qu'on fait chacun à titre individuel. Donc il faut bien avoir cet élément-là, le prendre en ligne de compte. C'est de quoi il faut regarder le problème, c'est-à-dire notre relation à l'économie mondiale, elle est beaucoup plus importante. En tout cas, la concurrence qui nous vient de l'extérieur, elle est beaucoup plus importante que tous les problèmes internes. Une fois à la limite qu'on a bien découpé le problème et qu'on a assuré, c'est-à-dire notre système de défense par rapport et qu'on peut être performé par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Après, ici, on peut parler de redistribution, de création de richesses, etc. Juste une idée par rapport à ce que dit Ammar Yahya. Dit on est ouvert, etc. Bon, on peut dire ce qu'on veut, si vous voulez. Ouvert. Oui, mais je ne reprendrai pas cette expression parce que je peux avoir effectivement, je peux vous prouver que nous sommes un pays fermé et je peux vous prouver que nous sommes un pays excessivement ouvert. Mais le fait est que, vous savez, l'Algérie a voulu faire avec la Tunisie un accord d'échange préférentiel. Simplement, ce n'est pas la zone de libre-échange, etc., mais juste, on va s'échanger quelques préférences. Moi, j'ai regardé, les entreprises tunisiennes sont prêtes à se lancer sur le marché algérien. En fait, c'est le gouvernement, d'ailleurs, qui pousse chez nous, là-dessus.
Mais les entreprises, comme elles sont complètement ligotées par un tas de réglementations, etc., elles ne peuvent pas faire face. Donc on a peur effectivement de cette ouverture. Et donc il y a un véritable problème là-dessus. Et pour vous illustrer ça, il y a quelque chose que nous avons inventé ici en Algérie. Il y a même un registre de commerce pour les importateurs. Et pour les exportateurs d'ailleurs, c'est un non-sens absolu. La fonction d'importation n'est pas une activité. On est une entreprise, on fabrique, on produit, on fabrique des services, on produit des services, etc. On vend, savoir vendre, c'est un métier, etc. C'est de la production. Et on a un registre de commerce comme distributeur de quelque chose, mais registre de commerce d'importateur, c'est une hérésie. Et je vous signale d'ailleurs, j'ai pu regarder ça, les pays membres de l'OMC demandent qu'est-ce que c'est que ça. Ils ne comprennent pas. D'ailleurs, c'est une absurdité. Comme c'est moi qui, à la limite, si je suis ouvert, celui qui est à l'extérieur, il vient, il s'installe, etc. Et il y a des règles qu'il applique comme tout le monde, mais je ne finance pas, c'est à lui à venir. S'il veut, c'est pas à moi de financer ça. Dans le même sillage, parce que vous avez parlé des idéaux tout à l'heure, et le monsieur tout à l'heure a parlé de cette règle du 51-49. Aujourd'hui, doit-on revoir cette règle? Bon, on peut la maintenir, mais revoir. Je m'explique. On ne peut pas l'appliquer dans tous les secteurs. C'est-à-dire qu'il y a des pourcentages à revoir d'un secteur à l'autre. On ne peut pas l'appliquer aussi dans tous les endroits d'Algérie, dans le sens où si on investit au nord, dans les hauts plateaux ou dans le sud, ça ne peut pas aussi être le même pourcentage. Est-ce que vous êtes aujourd'hui pour ce genre de réflexion? Certains analystes, en tous les cas, disent OK pour toutes ces règles, mais on ne doit pas appliquer les mêmes chiffres partout. Non, en fait, je veux dire, moi, je me situe sur un registre complètement différent. Moi, j'observe d'ailleurs, le problème, c'est même pas l'investissement étranger, parce qu'on me saoule personnellement avec ça. C'est simple. D'abord, non, je vais vous dire simplement, pour cette question du changement du code d'investissement. Vous savez, depuis 2000, c'est le 12e changement légal, et je ne parle pas des petites mesures qui sont des changements importants dans le code des investissements depuis l'an 2000. 11 fois, celui-là c'est le 12e, il n'est pas encore passé. Et je parle de l'investissement pour les Algériens. Ce n'est pas régulier, tout ça. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Vous n'avez pas donné une autorisation pour... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce n'est pas un investisseur, il y a des règles, il les applique, point. Qu'est-ce que ça veut dire quoi? Je t'autorise, moi je te donne. Là, l'État, d'abord l'État n'a pas à négocier des investissements. Il met des règles, et il les surveille. Elles sont bonnes, il applique ça comme un couperet. Si elles ne sont pas bonnes, il change, il les améliore. C'est tout. Donc, ne parlons même pas des investissements, parlons des nationaux. Le régime algérien à l'investissement, d'abord, c'est un truc illisible. Je défie quiconque. Parce qu'il se trouve que j'ai regardé, il y a quelqu'un qui a fait une analyse, quelqu'un qui a passé sa vie à Londres et qui a fait un texte que j'ai lu. Si vous voulez appliquer ça, c'est-à-dire comme lui, il les connaît, parce que moi, personne ne le connaît. Mais c'est fait exprès, c'est fait exprès. Non, c'est pas fait exprès. En fait, chacun vient, il vient. C'est du bricolage. C'est du bricolage. Il faut être sérieux. C'est-à-dire, c'est pas, si je dis ça, je n'en veux pas au gouvernement. Je sais pas du tout. Mais bon, il faut, à un moment donné, il faut un peu de raison, un peu de sagesse dans la façon de... C'est des choses sérieuses. L'investissement, c'est une chose extrêmement sérieuse. Et les IDE, ce que je dis est encore beaucoup plus simple. Si vous autorisez un étranger à venir vendre un bien quelconque, ici, librement, alors il doit être encore plus libre de venir investir chez toi. C'est tout ce que je dis. Alors, par exemple, le 51-49 dans le pétrole, il a un sens. Il existait d'ailleurs, il a un sens, parce que la richesse est ici, etc., et qu'il y a une valeur ajoutée qui est liée à la localisation du gisement, etc.
eh bien, c'est un avantage. L'Algérie a beaucoup payé. D'ailleurs, elle a beaucoup milité pour ce droit-là, etc. Mais c'est bien, il faut le conserver. Personne ne dit le contraire. Parce que, de toute façon, les gens qui viennent, ils viennent pour accéder à cette valeur ajoutée-là. Donc, c'est raisonnable de mettre en place un régime. Et d'ailleurs, les gens disent, contre le gisement, il faut regarder. Même là, il faut regarder le détail. C'est-à-dire, à la limite, il faut regarder les éléments, si c'est un vieux gisement, ainsi de suite. Bon. Maintenant, pour le reste, si le marché est fermé, et si j'ai un savoir-faire particulier, et que c'est moi qui détiens un savoir-faire ou une technologie, à ce moment-là, si je veux mettre... Et ça, d'ailleurs, ça ne devrait pas être dans la loi. Et d'ailleurs, la contradiction majeure, c'est que maintenant, à la limite, si c'est dans la loi, pourquoi on donne les autorisations? De deux choses l'une, ou bien si le régime est un régime d'autorisation, alors je n'ai pas besoin de 51-49. À la limite, Slim, je l'aime bien, il a droit à 80%. L'autre, 20%, il kfik. Si c'est le régime et l'autorisation, je n'ai pas besoin de fixer. Voilà pourquoi je me ligote. Je regarde l'affaire, c'est-à-dire si maintenant c'est ça le régime qu'on veut appliquer, je regarde l'affaire, etc. Oui, sur la règle du Sénat. Évidemment, Mouloud dans tout ce qu'il dit. Mais le fait d'avoir posé la question aujourd'hui, il y a des médias, donc on l'a posé. Donc demain, il va y avoir écrit dans la presse, il va y avoir le mot 51-49. Et au lieu qu'il y ait une lecture positive pour l'Algérie, il y a immédiatement une lecture braquée, et nous allons voir 48 heures ou 72 heures après une contre-réaction où il va y avoir des déclarations, il n'y aura pas de modification, c'est fermé, c'est ceci, c'est cela. On ne sait plus par quel bout prendre I majuscule, L majuscule, pour expliquer que nous avons besoin d'IDE, pour une raison encore plus simple. C'est celle que nous n'avons plus les moyens, je ne parle pas de l'État. L'économie en général n'a pas les moyens de financer le processus de diversification dont on parle. Si nous passons à d'autres taux de croissance, si nous passons à un autre tissu économique, nous n'avons pas financièrement parlant, on va employer le terme anglais consacré, l'equity, le capital, l'argent pour financer une diversification accélérée ou même une diversification douce. Alors, évidemment, vous allez voir le lendemain matin, c'est faux et archi faux, nous avons les moyens de financer absolument toute notre diversification. Il faut qu'on arrête avec ce jeu de... Il y en a un qui dit, l'autre qui le contredit. On est ensemble dans le même bateau, le bateau Algérie. De deux choses l'une, ou bien nous voulons construire une économie performante et on est conscient de nos faiblesses, on les accepte et on s'appuie sur nos forces et on comprend les leviers qui vont nous permettre de switcher vers une économie performante. Et à ce moment-là, on joue le jeu de l'économie mondiale, ou bien on reste dans le concept de maza ou la tart, à l'algérienne, et à ce moment-là, il faut faire une croix sur notre pays dans les 20 prochaines années. Mais vraiment, attendez, soyons conscients, on est en train de toute la journée faire des trous dans la coque du bateau. Le bateau prend l'eau de tous les côtés, économiquement parlant. Je m'en fous, moi, du politique. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est apporter des solutions aux problèmes économiques de l'Algérie. Et Mouloud est là, fait son exposé. On le voit clairement. On voit, les pistes sont transparentes. Les experts sont là. Tout le monde est là. On en parle depuis des années. Mais on continue toujours à s'entêter. Pourquoi? Parce que c'est Mouloud qui a présenté. Mouloud a présenté. Sors-moi un document qui va le contredire. Et la presse joue le jeu. Je les aime bien, mes amis de la presse. Mais ils jouent le jeu. Ils jouent le jeu parce que, voilà, nous on a dit ça, et après, les autres ils ont dit ça, et après on est dans la polémique, c'est magnifique, on va pouvoir vendre plus. Bonjour, je suis Augusto Cicchinelli, entrepreneur italien depuis 5 ans. Hier, on a créé la première association des entrepreneurs algéro-italiens, juste hier. Je voulais poser une question. C'est pas vrai que l'herbe du voisin, c'est toujours plus vert. Et on doit faire attention à quand on dit, par exemple, que la Chine elle a conclu des accords avec le Maroc et ils vont faire des 100 000 employés en Maroc. Pourquoi?
Parce que moi, comme entrepreneur italien, je peux aller demain matin dans le Maroc, investir, faire une société 100% à moi, faire un hôtel, par exemple, et engager des serveurs, des concierges marocains qui resteront pour 30 ans, 40 ans concierges et resteront pour 30 ans, 40 ans serveurs. Je vais dire que l'histoire du 51-49, que je suis d'accord que doucement, il faut faire des changements. Mais c'est une histoire qui donne la garantie à l'Algérie qui demain va grandir une classe économique, une nouvelle génération économique de jeunes entrepreneurs. Parce que quand on fait les sociétés ici, on fait les sociétés au 51 avec des entrepreneurs algériens ou des jeunes algériens, il y a la possibilité au moins et l'espoir au moins qu'une partie des jeunes, une partie de celui qui s'engage dans la, je m'excuse pour mon français, de celui qui s'engage dans les sociétés avec des Italiens, Français, Allemands, je ne sais pas où, qui vont réussir. Donc peut-être que demain, il y aura une classe économique d'entreprises, d'entrepreneurs algériens, mais par contre, dans le Maroc, il n'y aura pas ça. C'est-à-dire, carpe diem, prend le jour, et ils ont le travail aujourd'hui, mais ne vont pas grandir. Ils resteront toujours soumis aux entrepreneurs étrangers qui arrivent pour prendre. Je suis italien, hein, donc, et je vous dis aussi, moi quand j'étais petit, et je m'excuse, ma mère me donnait la glace, la crème glacée, et chocolat et citron. Je n'aimais pas le citron. Et alors, qu'est-ce que je faisais? Je mangeais d'abord le citron, parce que je voulais avoir l'espoir de goûter le chocolat que j'aimais bien. C'est-à-dire, j'avais une souffrance aujourd'hui, une petite souffrance aujourd'hui. Je fais des efforts sur le moment, sur l'instant, pour avoir un espoir de goûter bien après. Mais il y a des autres qui disent, j'aime le chocolat, je mange tout de suite le chocolat, carpe diem, et après je dois souffrir. Donc, c'est ça que je voulais juste dire. Plutôt, juste une petite question, et j'ai terminé, je m'excuse. Il faut que l'Algérie va investir. Le problème d'aujourd'hui, on est un peu tout énervé en Algérie pour l'histoire de la baisse du pétrole et du gaz. Bon, vous avez l'or jaune, pas l'or noir. Vous avez le soleil, et beaucoup. Et c'est facile pour vous, pour l'Algérie, créer des énergies alternatives qui vont prendre la place bientôt du pétrole et du gaz. Donc il faut investir sur la recherche et sur la chimie, parce que la chimie, les produits primaires qu'il n'y a pas ici. C'est sur ça qu'on doit insister et changer l'économie. Je m'excuse. Chimie. En fait, je me présente, donc c'est Damou. Je préside une association, donc c'est l'association algérienne pour le transfert de technologie. Je tiens un peu à faire quelques petites nuances pour ces Mouloud. Quand vous parlez, vous avez relevé donc la première phrase, c'est « nous ne regardons pas dans la bonne direction ». Je souhaiterais que peut-être suggérer et dire « nous ne regardons pas dans les bonnes directions », c'est au pluriel. Et vous avez commencé votre conférence par les révolutions industrielles. Je signale qu'il y a une semaine à peine, nous tenions ici même une rencontre nationale sur la transition énergétique. Et j'ai tenu personnellement à développer une bonne partie sur ce qui se passe dans le monde, parce que, comme vous l'avez dit si bien, le monde avance. J'ai parlé de 4e révolution industrielle et l'industrie 4.0, sachant que nous parlons de relance économique, sachant que notre économie représente à peine, actuellement, l'industrie représente à peine 4% du PIB. Effectivement, le monde avance et je pense qu'on a tendance à continuer à réfléchir comme si nous étions sur un bateau totalement sur une île isolée qui se suffit à elle-même. Voilà, juste une anecdote à propos de ce qu'on appelle le climat des affaires, et je crois qu'elle est tout à fait instructive. Un jour, il y avait dans une salle un de nos ministres et des ambassadeurs. Un ambassadeur prend la parole pour dire « Écoutez, c'est vrai que nous recevons des hommes d'affaires, qu'est-ce que vous voulez que nous fassions pour eux ?» La réponse du ministre a été cinglante. Il regarde l'ambassadeur et lui dit « Écoutez, ce que vous avez de mieux à faire, c'est de leur foutre la paix. » En fait, l'idée, c'est
libérer les énergies. C'est ça le message que j'avais noté à l'époque. Merci. Bonjour, je me présente, Madame Abdelhadim. Je suis moi-même ancienne du ministère de l'Industrie, ancien cadre, comme deux de mes anciens collègues. Moi, je voudrais réagir au 49-51. Encore une fois, désolée, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je ne voulais pas intervenir là-dessus, mais je ne crois pas qu'on puisse tout mélanger. Ce n'est pas parce qu'on aura supprimé le 49-51 que de jeunes investisseurs algériens ne pourront pas investir en Algérie. Ce n'est pas ça qui va empêcher les Algériens d'investir. Je pense que si c'est fait intelligemment, si on sait choisir les secteurs, si on sait ce qu'on veut, quels sont les secteurs qu'on veut protéger, qui sont stratégiques, et ceux qui ne le sont pas, on pourra, il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour les Algériens, il y a de la place pour les étrangers. Mais encore une fois, faisons-le intelligemment. On ne peut pas passer avant 2009, avant qu'on instaure cette règle, c'était totalement ouvert. Si un investisseur venait à Landi, on lui disait « vous pouvez investir où vous voulez ». Aujourd'hui, on lui dit « non monsieur, je parle des investisseurs étrangers, vous ne pouvez pas investir si vous n'êtes pas associé à un étranger, à un Algérien ». Alors maintenant, qui est cet Algérien avec qui on va l'obliger de s'associer? Si c'est un jeune entrepreneur algérien qui veut démarrer, c'est très bien. Si c'est une personne qu'on va lui imposer, on ne sait pas qui c'est, voilà. Je crois qu'il faut d'abord la transparence, première chose. Et ensuite, encore une fois, le discernement. Si c'est, encore une fois, une personne qui est bien définie, on sait qui c'est, il n'y a pas de problème. Je voulais juste dire que 59, 49, 51 n'est pas là pour permettre aux investisseurs algériens d'investir. C'était le message que je voulais faire passer. Merci. Dire de nous avoir gratifié de ce thème-là qui nous fait quand même mal au cœur. Avant de parler de la révision, je me suis Rachid Tridi, consultant indépendant. Donc avant de parler d'une révision du mode d'insertion à l'économie mondiale, une intégration harmonieuse dans le marché, dans ce même marché, ne faudrait-il pas d'abord parler d'une révision fondamentale du mode de gouvernance et des modes de gestion qui sont actuellement pratiqués? Il faut en finir, à mon sens, avec une économie administrée. Il faut donner plus d'autonomie aux EPE, parce qu'actuellement, ils sont dirigés, un dirigisme à outrance qui les freine. Et il faut également donner plus de liberté aux privés, aux entreprises privées, pour entreprendre librement. Et ce n'est qu'avec ça qu'on pourrait éventuellement progresser. L'économie est je dirais que l'économie est une chose sérieuse. Il faut l'éloigner des politiques. Puisqu'on est en train de parler d'un nouveau modèle économique, il faut peut-être prendre cette chance de faire associer tous les experts, tous les consultants. Et Dieu sait qu'il y a eu beaucoup de retraités qui sont partis en anticipé et qui constituent quand même une intelligence. Toutes les matières premières, toutes les richesses sont épuisables. Nous sommes en train de consommer notre planète. Mais l'intelligence humaine et la connaissance de l'homme restent pérennes. Donc il faut profiter, il faut, comment dirais-je, allonger et puis associer tous les experts et toutes les bonnes volontés pour faire réussir ce modèle. Merci. Je me présente, Mounira Saouli, directrice du réseau de distribution d'Accès Algérie, donc une 49-51, mais je ne vais pas parler de ça. En fait, pour être dans la continuité de ce que venait de dire monsieur, aujourd'hui, à mon sens, c'est un sujet qu'il faudrait prendre par la base. Je m'explique. En fait, vous avez parlé de rentier, de mindset, état d'esprit.
Je pense qu'aujourd'hui, les générations qui arrivent vont être plus catastrophiques que ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas d'efforts sur la formation. Il y a un problème de base d'éducation. On est scandalisé quand on voit ce qui se passe dans les universités, dans les écoles. Et à mon sens, on a besoin de leadership, on a besoin de personnes pour porter ces projets-là, parce que toutes les personnes qui interviennent aujourd'hui sont à la fin de leur carrière. On a besoin de jeunes, donc il faut réfléchir sur cet aspect pour pouvoir les voir émerger. Merci. Ensuite, deux autres commentaires. Nourdine Charouati, ancien cadre du secteur des hydrocarbures. Et PDG de son Je voulais juste pour attirer l'attention de l'assistance. Quelqu'un avait dit qu'en 2050, pour éviter d'avoir plus de 2 degrés d'élévation de température de la planète, compte tenu de ce qui a été dit dans la COP21, il va falloir baisser la consommation pétrolière. Je vais reprendre un commentaire de Jean d'Orbesson, l'écrivain français académicien. Attention à l'enfumade. Attention à l'enfumade. Je vous donne juste une indication à chacun d'apprécier comme il entend. La première source d'énergie fossile consommée aujourd'hui dans le monde, c'est le charbon. C'est le charbon pourri qui pollue. En Russie, en Allemagne, en Chine, aux États-Unis, au Canada, etc., etc. Alors, en Sardaigne, tenez, en Sardaigne, toute l'énergie électrique vient du charbon qui est importé et subventionné par l'Union européenne. Alors, avant de regarder les pétroles qui sont moins sales, on ne peut pas dire qu'ils sont propres, ils sont moins sales, regardons ce qu'il y a de plus sale. Deuxième commentaire à propos du solaire, il y a encore beaucoup de travail à faire avant que nous puissions mobiliser les ressources d'énergie solaire. Maintenant, de ma vie professionnelle, de mon expérience. Je pose une question. Quand on parle du 49-51, s'agit-il du capital ou de l'investissement? La nuance est forte pour avoir vécu une expérience personnelle à ce sujet. Parce que si c'est du 49-51 au niveau du capital, et que les emprunts et les contrats, de l'argent est mobilisé sur ressources locales, y compris de la devise, via les banques nationales. Quand vous liquidez la société, vous partagez l'actif à 49-51. C'est-à-dire que le gars, il vient avec $1,5 million de capital avec Slim. Il crée une société qui a un capital de $2 millions. Au bout de 15 ans, ils sont à $100 millions d'actifs. Quand ils liquident la société, on la liquide à la valeur nette comptable entre les partenaires. Slim prend $50 millions et l'autre prend $50 millions, en plus de tous les bénéfices qu'il a réexportés à l'occasion de chaque investissement, chaque bénéfice, année. Et donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, il faut juste savoir que cette situation existe. Bon. Deuxième commentaire que je voudrais faire, le chômage des jeunes gradués, comme disent les anglo-saxons, ça a été signalé dans des rapports, et des radios, certainement les avoir entre les mains, dès la fin des années 80. On savait que le chômage allait d'abord toucher, au début des années 2000, allait toucher les universitaires. Un autre commentaire, je crois qu'il faut que nous fassions un zoom, que nous regardions, que nous faisons de l'audit ou bien de l'évaluation de tous les secteurs, de toutes les tâches une par une, et voir réellement où ça coince. Parce que chacun d'entre nous dit que c'est la faute de l'autre. La faute, elle est aussi en nous. Si les gens ne produisent pas, quand certains disent ne travaillent pas, c'est parce que d'abord, il n'y a pas de besoin. Il n'y a pas de besoin. S'il y a un besoin alimentaire, les gens se lèvent pour aller travailler. Il y a un besoin sécuritaire, ils mettent des baraudages aux portes. Est-ce qu'il y a un besoin d'investir? Est-ce que dans l'IDE, on est, notamment dans les zones Maghreb, on inclut les investissements dans les zones franches? Les zones franches, Casa est une gigantesque zone franche. C'est classé comme étant un IDE. Mais en fait, c'est un bout de territoire du royaume du Maroc qui est mis à la disposition de gens qui investissent et qui payent les salaires de la main-d'œuvre d'origine nationale. Ils prennent l'énergie locale et tout le reste.
ça fait de l'input-output. Tout ce qui sort, tout ce qui rentre en CKD ou en SKD ou CKD ressort complètement monté. Dernier commentaire, et je m'arrête. Je vais faire une critique. Dans notre pays, les ports sont des entreprises commerciales. Ailleurs, ce sont des établissements publics. L'établissement public, sa raison d'être, c'est de faire en sorte de réguler le trafic pour qu'il soit le plus efficace que possible. Mais quand vous avez une société qui a des terre-pleins, et son bonheur, c'est d'avoir des terre-pleins plein pour toucher des frais de stockage. Pourquoi voulez-vous qu'il fasse l'effort de libérer les espaces? Je m'excuse, c'est tout bête. Hein. Dans les chantiers que nous avons exploités dans le sud, nous avons eu à passer par la Tunisie, qui n'est pas forcément plus proche que le port de Annaba ou de Razawat, mais parce que le flux était plus rapide. Voilà, merci. Merci à tous. Excusez-moi d'avoir été long, mais bon, je ne sais pas me taire. Il y a un mot qui est revenu d'ailleurs 2 fois dans les questions, c'est le mot d'intelligence. Et moi, je pense qu'on est en plein dedans. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut que nous mettions de l'intelligence dans notre mode d'organisation. Parce que toutes les questions que nous avons, tous les commentaires, et en fait, même il faut que nous mettions de l'intelligence dans notre relation à nos partenaires. Ce n'est pas des décrets ou des mécanismes comme ça impersonnels qui se mettent en place. C'est véritablement, il faut regarder, je suis tout à fait d'accord avec vous, M. Chalouat, toutes les nuances que vous apportez, bien entendu. Mais aujourd'hui, notre problème, c'est qu'on n'arrive même pas à se mettre d'accord sur quelque chose qui est, je vous garantis, ça fait 40 ans que je travaille sur ces questions de commerce. Je crois que nous sommes le seul pays au monde qui a des problèmes sur ces importations. Dans tous les pays du monde, c'est-à-dire, effectivement, le problème, c'est de savoir exporter. Et c'est valable du Tchad jusqu'aux États-Unis. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux exporter, qu'est-ce que je peux produire? Et ça, bien sûr, c'est difficile. Il faut se lever le matin, il faut que tous les dispositifs soient prêts, il faut que les inputs soient là, que les services fonctionnent de façon parfaite pour que vous ayez une chance d'arriver sur votre marché de destination avec un produit qui est compétitif. Nous, c'est quand même bizarre, c'est-à-dire ça fait 40 ans. Alors le problème, c'est qui va dépenser les 3 sous qu'on gagne avec les exportations d'une ressource naturelle. Cette façon de faire, de regarder nos échanges extérieurs, c'est vraiment ça, c'est-à-dire que c'est le manque d'intelligence par excellence. Et c'est ça qui est choquant. Je ne comprends pas que nous ayons des problèmes à importer. C'est-à-dire, à la limite, moi, que ce soit X ou Y, etc., bon, ça se passe comme... Mais notre problème, d'abord, c'est d'avoir les ressources pour pouvoir financer ces importations. Et c'est comme ça que fonctionne le monde. C'est ça l'intelligence que je voudrais qu'on mette là-dessus. Alors, sur cette question des IDE, simplement quelque chose qui est simple. Le jour où on va ouvrir la négociation à l'OMC, très simplement, le régime de l'investissement, c'est techniquement, alors voilà comment ça fonctionne. C'est l'accord de l'OMC sur les services. Il y a 4 modes dans l'accord, dans les échanges de services. Il y a la consommation à l'étranger, comme le tourisme, c'est-à-dire c'est un service que vous payez, mais vous allez le consommer à l'étranger. Il y a les envois de choses impersonnelles, comme tout ce qui est digital, etc. Ben, c'est du commerce. Il y a le 3e, le plus important. Il y a un 4e, bon, j'ai pas ça. C'est le droit d'établissement.
des sociétés, ça se négocie. C'est-à-dire que vous ne décidez pas, c'est avec vos partenaires. Et vous négociez. Il y a 2 règles de négociation. C'est-à-dire, quelles sont les réserves que j'apporte au traitement national? C'est-à-dire, comment j'avantage les entreprises qui sont sur mon territoire. Parce que je veux utiliser les ressources de mes universités, etc., mon savoir. Je lui donne, si je fais des règles comptables, eh ben, j'exige que la société qui s'établisse utilise par exemple 80% de ressources prises sur le marché. Ça se négocie. Ce n'est pas des choses que vous décidez tout seul. L'autre élément, c'est les conditions d'entrée. C'est-à-dire, comme cette règle, par exemple, dans certains secteurs, vous pouvez négocier l'actionnariat, vous pouvez négocier un apport en capital, vous pouvez négocier un minimum de personnes physiques y compris. Donc tout ça, c'est des choses qui c'est pas une règle comme ça qui est lancée en l'air. Elle est bonne peut-être dans un certain nombre de secteurs, elle n'est pas bonne dans d'autres. Elle est bonne aujourd'hui, elle n'est peut-être pas bonne demain. Il y a des choses, Slim faisait référence au fait qu'on manque de financement aujourd'hui. Il y a des choses qui étaient valables hier, ça n'est pas valable aujourd'hui. Donc il faut la relation au monde se négocie. Et le droit d'établissement en matière d'investissement, il se négocie. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Donc, moi, je ne dis pas, c'est bon, le 51, il n'est pas bon, etc. Moi, je dis, il faut regarder au cas par cas. Et là, je suis encore d'accord avec M. Chalouati. Il dit d'ailleurs bizarrement, M. Chalouati, si la loi de finances de 2009, moi, je l'ai lu, quand elle a introduit cette obligation d'actionnariat majoritaire algérien, elle a introduit une autre disposition, c'est-à-dire qui est exactement ce que vous étiez en train de dire, c'est-à-dire l'obligation de se financer avec les banques algériennes. Ça marche sur la tête. C'est dans la loi de finances, c'est-à-dire il faut la lire. Non, c'est parce qu'à l'époque, la BEA qui utilise l'argent de son attraque ne savait pas quoi en faire. Donc on a dit, il faut regarder les choses de façon intelligente. Moins émotionnelle. Non, et surtout pas dogmatique. C'est parce que l'économie, c'est le contraire du dogme. En matière de commerce international, tous les pays, ce qu'on étudie à l'université, on étudie protectionnisme et libre-échange, etc. Les théoriciens de l'économie en matière académique, personne n'a tranché cette question-là. Est-ce qu'il faut une économie protégée ou est-ce qu'il faut qu'est-ce qui est meilleur, etc. Vous avez toutes les expériences au monde. Par certains égards, l'Union européenne, par exemple, en matière agricole, c'est un pays hyper fermé. Les droits de douane se montent jusqu'à 300%. Ce n'est pas des mots. Et pourtant, qui c'est qui a dit? C'est un pays protectionniste. Bon, vous pouvez développer tout ce que vous voulez. Ça, c'est de la théorie. Ce que les pays développent, ils développent des politiques commerciales actives. C'est-à-dire qu'on regarde où sont les intérêts et on place le curseur là où on défend ses intérêts. Voilà comment ça fonctionne. Point. C'est ça l'intelligence. Alors, 2 mots sur cette question des ports. Elle est majeure, c'est-à-dire la question des ports en Algérie. Et effectivement, nous avons un problème d'organisation qui est un problème là aussi majeur. C'est qu'aujourd'hui, vous avez raison de le dire, à la limite, d'un point de vue purement égoïste, le directeur général du port d'Alger, il gagne de l'argent quand plus la marchandise stationne, plus il gagne de l'argent. Le modèle économique qui est le bon modèle économique pour lui est un modèle économique qui n'est pas bon pour l'économie algérienne et pour les entreprises algériennes. Et je veux dire, cette question-là, personne n'en parle.
C'est pourtant une question majeure, puisque le port, c'est un passage obligé dans toute la relation au monde. C'est pour ça que j'ai mis ça dans la discussion. 2 mots encore, juste pour terminer, sur cette histoire de public-privé, encore une fois. Ça, on aime en Algérie les débats, les combats de coq, public, privé, national, étranger. Mais le problème, ça, à la limite, peu m'importe la façon dont il est tranché. Ce qui m'importe, c'est que la valeur ajoutée soit ici. Elle est privée, marahba. Elle est publique, marahba peut-être 2 fois. Mais il faut d'abord la défendre. Et c'est ça qu'il faut regarder. Pourtant, c'est quelque chose qui devrait être évident depuis 20 ans. Pourtant, Mazelna, c'est-à-dire encore une fois, à chaque fois, public, privé, comme si le fait qu'il soit public, il est vertueux, quand il est privé. Donc, ça, il faut en sortir définitivement, précisément, parce que la menace, une fois que la valeur ajoutée est ici, l'État, même si c'est un privé, il a tous les instruments pour prendre les décisions, pour redistribuer. Si la valeur ajoutée va à l'étranger, vous pouvez vous faire la guerre, ça ne sert strictement à rien. Voilà, maintenant pour le dernier mot sur cette question de transition énergétique, qui est effectivement quelque chose d'essentiel, j'ai pris la précaution de dire il faut regarder ça, il ne faut pas boire effectivement ce qui se dit ailleurs. De toute façon, tous les scénarios disent on en a encore pour l'énergie fossile, etc. Mais dans le cas algérien, il faut qu'on regarde la question de façon particulière parce que l'énergie fossile, elle a fossilisé toute l'économie algérienne. C'est ça le problème. C'est pas le problème de l'exportation ou de sa production. C'est-à-dire, il faut que nous, on regarde les autres secteurs. Encore une fois, moi je dis, le secteur de l'énergie et le secteur des hydrocarbures, il travaille bien. C'est-à-dire, peut-être qu'il peut travailler mieux, etc. Mais du point de vue de la relation à l'extérieur, il est performant. Si les autres secteurs étaient aussi performants, si on s'en occupait véritablement, à ce moment-là, même quand le prix du pétrole chute, ça ferait beaucoup moins de sueur froide pour regarder ce qui est devant nous. Et en fait, aujourd'hui, avec la crise aujourd'hui, on est à 30 à 35 milliards de dollars d'exportation d'hydrocarbures pour l'année mauvaise, on va dire. Alors, on était à 60, 70. À 30 milliards de dollars, je vous garantis que, c'est-à-dire si vous avez ça comme un capital et que vous savez l'utiliser et le savez le faire fructifier en utilisant tous ces petits jeunes qui sortent des universités algériennes et qui en veulent eux et qui sont prêts, même si, madame, certains ne sont pas bons. La concurrence, c'est-à-dire... Non, je veux dire... Non, même s'ils ne sont pas bons, ils sont mal. Mais la concurrence... je suis d'accord avec vous, non, mais j'y viens. La concurrence permet de... moi, je parle des meilleurs d'abord. Et les meilleurs tirent les autres vers le haut. Aujourd'hui, malheureusement, c'est un système qui tire vers le bas, et c'est ça qui est notre problème. Donc, moi, je n'en veux pas. Je ne veux pas dire qu'ils sont dans le système actuel et ils se débrouillent comme ils peuvent. Mais l'État consacre un argent fou dans le système de formation. Ça ne prendra pas très longtemps pour remettre s'il y a les bons signaux qui sont émis là où il faut. Voilà un peu ce que je voulais dire. Alors, je vous remercie. Deux petits aspects quand même avant de vous laisser partir. D'abord, puisqu'on est dans cette thématique d'insertion harmonieuse de l'Algérie dans l'économie mondiale,
deux petits points sur lesquels j'aimerais qu'on termine, si vous permettez. D'abord pour l'export, puisque aujourd'hui c'est visiblement le cheval de bataille des pouvoirs publics. Avec le tissu industriel que nous avons actuellement en Algérie, avec le privé national aujourd'hui qui exerce dans différents domaines, est-ce que réellement nous pouvons parler d'exportation? Si oui, quel est le marché potentiel? On parle beaucoup de l'Afrique et du Sahel particulièrement. Est-ce que vous êtes d'accord sur cet aspect? Deuxième question, comme vous êtes un ancien négociateur de l'OMC, je vais certainement vous laisser pas partir sans vous poser la question. Vous connaissez parfaitement ce dossier OMC. Deux écoles aujourd'hui, certains qui disent on aurait dû le faire il y a longtemps, aujourd'hui c'est trop tard, c'est même plus la peine de l'espérer, on est passé au multilatéral, etc. C'est extrêmement compliqué de le faire. L'autre école estime que non. Il faut au contraire toujours espérer et tenter d'adhérer à l'OMC parce que nous avons beaucoup d'avantages avec cette adhésion. Vous faites partie de quelle école? C'est simple. Pour l'exportation, moi je ne réfléchis pas comme ça. Moi, avant d'être un exportateur, encore une fois, je vous dis, l'exportateur ou l'importateur, l'importation et l'exportation, c'est une fonction à l'intérieur des entreprises. Un exportateur, c'est d'abord un producteur de biens et de services. Et un exportateur, avant de produire, donc avant d'exporter, il faut d'abord produire. Moi, à la limite, c'est-à-dire aujourd'hui, si j'ai un conseil à donner en matière d'exportation, c'est de dire qu'il faut d'abord exporter sur le marché algérien, on importe 50 milliards de dollars. Bon Dieu, dans ces 50 milliards de dollars, il y a bien une part. C'est-à-dire qu'on peut d'abord, et il faut d'abord dégraisser, comme on dit, le mammouth. Bien sûr, parce que c'est comme, il faut être pratique. Il faut d'abord que j'apprenne, il faut d'abord être champion de sa province avant d'être champion olympique, comme on disait. Donc avant de compétir sur les marchés internationaux, il faut d'abord être bon chez soi. Et le marché national déjà, il y a du travail. Bien sûr, l'exportation, c'est un exercice qu'il faut se lever tôt. Il faut apprendre. C'est un métier, c'est des métiers, c'est des chaînes qui sont aujourd'hui extrêmement sophistiquées. Et il faut s'inscrire dans les chaînes de valeur mondiale. Parce que vous n'exporterez pas comme ça, parce que vous avez décidé, vous avez produit un surplus quelconque. Il y a une logique qui est une logique de réseau à l'échelle mondiale qu'il faut apprendre à, à domestiquer. D'accord. Sur cet aspect, vous Oui. pouvez rebondir avant de donner la parole sur l'OMC. Pour vous offrir une lecture très simple des chiffres de l'Algérie. Le tissu industriel, l'industrie hors hydrocarbures représente combien du PIB? Actuellement, on parle de 4%, d'autres disent 5%, 4,5%, d'autres 3,5%. 5%. 5% du PIB, le PIB c'est 180 milliards de dollars, donc on parle de 9 milliards de dollars de production industrielle en Algérie hors hydrocarbures. Combien pouvons-nous exporter au maximum? Si tout le monde exporte 10-15%, on est en train de parler de 900 millions de dollars d'export, voire 1,3 milliard de dollars d'export. Est-ce que vous pensez que ces 1,3 milliard dans le meilleur des cas vont pouvoir résoudre les problèmes de l'Algérie? Non. Mais on va dire ça de façon positive et constructive en disant nous avons besoin d'accélérer le processus d'investissement dans le secteur industriel. Ça veut dire faciliter l'acte d'investir, c'est ce que dit Mouloud depuis le début, faciliter l'acte d'investir dans l'univers industriel, mais on a besoin aussi de porter le secteur qui peut être aussi générateur de revenus, qui est celui des services. Bon, on parle, il y a le secteur agricole, etc. Mais il faut accompagner cela. Aujourd'hui, le secteur des services est, entre guillemets, complètement ignoré. Créer une société de services, allez exporter votre service à l'international, 9 fois sur 10, qu'on vous répond, c'est que l'économie n'est pas encore aujourd'hui structurée pour pouvoir supporter une exportation de services. Quand je dis supporter, ça veut dire vous accompagner, vous avez une facture de service, vous la présentez à la Banque d'Algérie, bon, pour vous dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Vous exportez quoi? Vous consultants, il y a beaucoup de consultants ici qui ont intervenu pour des firmes internationales. On leur dit, ah, vous êtes dans le service, on vous prend 100%, on vous paye en dinars, et encore, bon, c'est pas simple. Donc,
Si vous lisez les chiffres de façon claire, l'investissement industriel aujourd'hui ne doit pas être perçu comme étant la solution. La solution, c'est d'accélérer le développement économique en facilitant l'acte d'investir. Voilà, merci bien. Sur l'OMC, on terminera là-dessus. Alors, sur l'OMC, je regrette vous le dire, et là, je vous parle de façon claire et nette. Il n'y a pas deux écoles. Il n'y a pas de choix. Alors, c'est difficile, c'est très difficile. C'est rude, parce que, c'est-à-dire à ce moment, il faut vraiment être solide, c'est-à-dire pour supporter. Mais, c'est-à-dire, encore une fois, je vous dis, la loi est dure, mais c'est la loi. C'est comme ça que fonctionne le monde. C'est-à-dire, il ne faut pas se faire d'illusions. Et puis, quand on y regarde de près, au fond, et d'ailleurs c'est ce que nous prouve un peu l'accord d'association, finalement, bon, on a signé l'accord d'association, on l'a appliqué, etc. Bon, on dit qu'il y a des problèmes, mais bon, d'abord rien n'empêche de discuter. Et puis, on n'en est pas mort. Il faut s'adapter, c'est tout. C'est-à-dire, c'est nous, encore une fois, sur quoi j'insiste, c'est le changement de paradigme. Ce n'est pas au monde à s'adapter à nous, le monde est fait comme ça. Vous le prenez comme il est. Alors, vous pouvez avoir, il y a des scénarios où il y a du champ pour la négociation. Et la négociation, c'est de l'expertise, c'est des cartes à jouer, c'est du politique, tout ça, vous le mettez ensemble. Je vous signale d'ailleurs que moi, je me demande d'ailleurs que quand on parle de politique du commerce extérieur, de politique économique extérieure, je me dis même où elle est logée, qui c'est qui s'en occupe? Je n'arrive pas à le savoir parce qu'on a des gens qui s'occupent des douanes, on a des gens qui s'occupent des importations, on a des gens qui veulent encourager l'importation. Il y a le ministère de l'Énergie qui gère 50% des exportations du pays. Il y a le ministère de l'Industrie qui intervient. Bon, tout ça. Chacun intervient, ça c'est normal. Mais où est la vision? C'est-à-dire, en gros, on va où? Et puis, c'est comme un orchestre. Vous avez plusieurs instruments, etc. Mais c'est pour ça que j'ai mis le mot harmonie. C'est-à-dire, l'harmonie, c'est que tous ces instruments, ils doivent jouer une musique qui est digeste pour l'oreille de tous ceux qui entendent. Et c'est cette harmonie qu'on a besoin de trouver dans notre système économique et dans le message que nous envoyons au monde. Point. Et je veux dire par là qu'en réalité, c'est-à-dire quel que soit le monde aujourd'hui, pourquoi l'OMC s'est créé, je vous signale que le premier pays qu'il a fallu convaincre, c'est-à-dire celui qui l'a refusé, pour qui c'est le plus grand sacrifice, c'est les États-Unis. Parce que pour eux, ils ne voudraient pas, et à la limite, pas d'accord, ils négocient en tête à tête avec n'importe qui. Le mastodonte, les règles multilatérales, c'est très difficile pour lui. Eux l'ont accepté. Pourquoi? Parce que c'est simple, c'est-à-dire il vaut mieux se faire des guerres commerciales, appelons-le ça ce mot, que des guerres tout court. Parce que, en fait, le monde devient plus facile à gérer, et puis parce que les intérêts sont partagés, etc., et qu'au fur et à mesure, on apprend à se parler, et c'est un langage du monde, le commerce. Et donc aujourd'hui, quand quelqu'un, vous avez des liens avec lui, des liens économiques qui sont étroits, avant de lui poser un problème, vous réfléchissez à deux fois. Alors que si vous n'avez aucune relation, qu'il brûle, etc., en enfer, vous vous dites. Donc on a besoin de cette harmonie-là. C'est le monde qui est fait comme ça, et il faut l'accepter, et on doit jouer, nous, notre propre musique. Je vous remercie.